De Madonna à Billie Eilish en passant par des expériences immersives comme Aura ou Forestal Lumina, Moment Factory crée de la magie aux quatre coins du monde. Mais derrière ces expériences, comment est-ce qu'on structure l'apprentissage pour nourrir la création? C'est tout l'enjeu de Geneviève Anaïs Proulx, directrice de l'école Moment Factory. Avec son équipe, elle aligne formation, développement des talents et vision stratégique pour faire grandir la créativité. Et aujourd'hui, elle nous emmène dans les coulisses de cette culture apprenante. Une des choses qui nous intéresse le plus, c'est le concept d'impact. Impact des formations, impact des apprentissages. Fait qu'on va essayer de parler beaucoup de ça. Parfait. A priori, pour toi, l'impact de votre travail, du travail de votre équipe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre? En fait, c'est qu'on veut que toute personne ait la bonne information, les bonnes compétences au bon moment pour faire leur travail. Donc, pour arriver à ce moment-là, avoir cet impact-là, il faut venir travailler beaucoup, beaucoup en amont. Puis c'est là où toute la conception de formation, où le transfert d'informations va être très important. Donc, pour arriver à ce moment-là où la personne sait ce qu'elle doit faire au moment où elle doit le faire, bien, il y a comme toute une chaîne, je dirais, de valeur, de création qui doit être mise en place, que ce soit les communautés de pratique, que ce soit la conception de formation, que ce soit l'onboarding des nouveaux employés. Donc, ça vient avoir un impact sur l'ensemble de nos activités. Mais ça fait beaucoup de choses, là. Vous avez une immense équipe? Ben non, on est 6. OK. On est une super équipe de 6 personnes très efficaces et motivées. Fait que Moment Factory, là, quand on pense à cette organisation-là, on pense à projet, événement, expérience hyper créative. Mm-hmm. Une équipe comme la tienne qui s'occupe du développement, de l'apprentissage d'une équipe comme ça, qu'est-ce que ça amène comme challenge? En fait, c'est qu'il faut adapter nos activités. Pour fonctionner dans cette culture-là, dans une culture qui est super créative, super innovante, il faut qu'on soit, nous autres, créatifs et innovants. Parce que si on ne l'est pas, on est complètement déconnecté, puis on n'est plus un vecteur de transmission de culture. Donc, la meilleure façon de transmettre une culture, c'est d'être soi-même cette culture-là. Donc, par exemple, un impact sur nos activités, ça va être qu'il y a beaucoup d'événements qui sont créés. Nous, on fonctionne beaucoup par des événements. Par exemple, on a la sympathique initiation des nouveaux. On a le speed dating professionnel, donc pour que des nouveaux employés rencontrent des anciens employés. On a le coup de foudre mentoral pour que des personnes qui veulent recevoir du mentorat rencontrent des personnes qui veulent donner du mentorat. Donc, on crée des événements comme ça parce qu'ici, c'est une culture d'événements, une culture de célébration. Donc, on essaye de créer des événements de célébration aussi, mais par rapport à l'apprentissage. Puis, alors, comment vous faites dans votre équipe, comment vous faites pour être si créatif? On brainstorm. Okay. On brainstorm. On part, par exemple, la sympathique initiation des nouveaux qu'on organise depuis 2021-2022. Donc, ça a été une conséquence de la pandémie. Donc, tout le monde travaillait de la maison. C'est super difficile de faire du onboarding quand tout le monde est à la maison. Et donc, quand on a commencé à avoir le droit de revenir au travail, c'est une demande que nous avait faite ma directrice à l'époque, et sa demande, c'était, ce serait le fun d'organiser un événement. Puis là, on s'est fait, OK, parfait, on s'est assis, puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, souvent, comme le nom du département, c'est l'école MF, veut pas, c'est notre thème. Donc, on joue là-dessus. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a en début d'année? Habituellement, il y a des initiations, mais là, on voulait pas que les gens aient peur, parce que on sait qu'une initiation, ça peut comme être un peu champ gauche des fois. Donc, on s'est dit, on va le nommer, ça va être sympathique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la sympathique initiation des nouveaux. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on retrouve dans une initiation? Donc là, nous, on a bâti notre événement comme ça. On s'est dit, on va leur donner un défi. Donc là, on a des bureaux sur 2 étages. Il y a une chasse au trésor, parce que, vous voyez un petit peu peut-être là, dans nos décors, de la manière dont ça fonctionne, il y a plein de petits éléments. Donc là, on leur donne une vingtaine d'éléments à aller chercher partout. Donc là, on demande aux gens de se jumeler ensemble, puis là, ils partent à la découverte, puis là, on compte les points. Donc,
c'est des défis sympathiques comme ça. Il y a aussi des rencontres avec des fondateurs de l'entreprise ou des bâtisseurs de l'entreprise qui viennent raconter, eux, c'était comment MF quand ils sont arrivés il y a 15 ans, par exemple, ou quand tu as fondé l'entreprise, c'est où que ça s'est fondé, Moment Factory. Donc, c'est super important de maintenir le lien entre les personnes qui sont comme l'âme même de MF, puis les nouveaux arrivés qui, eux autres, ben, vont reprendre cette mission-là puis la porter après. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de transmettre la culture, c'est de l'incarner. Donc, on leur fait rencontrer les gens qui l'incarnent. Tu parles de la culture. Est-ce que MF a toujours eu une culture apprenante, une culture de développement de... Bien, je pense qu'à la base, la culture de MF, c'est une culture de création et d'innovation. Donc ça, c'est vraiment, si on voit notre filon d'ADN, là, on peut voir les deux hélices de l'ADN. D'un côté, c'est la création, de l'autre côté, c'est vraiment l'innovation. Puis quand on travaille en innovation, c'est automatiquement l'apprentissage continu est nécessaire. Parce que si on innove sans transmettre, bien, et que tout le monde innove dans son coin, on finit par peut-être créer plusieurs fois la même chose si on ne l'a pas communiqué. Donc, l'apprentissage continu fait comme partie intrinsèque de l'ADN pour que ça fonctionne puis qu'il y ait un développement. Donc, je dirais que ça fait partie depuis le début de MF, mais à la base, je pense que l'innovation, l'idée d'avoir du plaisir, c'était des amis. Hein? Faut pas oublier ça, là. Les fondateurs. Les fondateurs, tu sais. Puis quand on regarde l'équipe des 20 premiers employés d'MF, il y en a encore 50% qui travaillent ici. Donc, tu sais, ça aide à conserver la culture du plaisir, de la célébration, puis de l'innovation, puis tout ça. Donc, ça c'est resté là. Puis, c'est même à l'initiative des fondateurs qu'a été créé le département de l'École MF à l'extérieur des ressources humaines. Parce qu'habituellement, c'est la fonction des ressources humaines qui s'occupe de la formation et du développement. Mais le fait de créer le département à l'extérieur, ça allait assurer que le temps allait être dédié vraiment uniquement à la formation, au développement, à la transmission. Parce que les urgences des RH, on le sait, ont le don de souvent prendre le dessus de la partie hyper positive qui est le développement puis la formation. Donc, c'était pour éviter ça, la création d'un département à part. Ça venait de leur volonté. Ça fait 7 ans maintenant que le département a été créé. Puis, on n'a fait que grandir. Donc... 7 ans déjà. 7 ans déjà, oui. Et alors toi, tu as rejoint le département il y a combien de temps? Comment c'était avant? Oui, ben moi, je suis arrivée chez Moment Factory il y a à peu près 3 ans et demi maintenant. Puis, je suis arrivée en tant que conseillère à la conception pédagogique. Donc, auparavant, j'étais éditrice. Je faisais l'édition de livres pour l'université, le cégep. Puis, donc, à l'intérieur de mon rôle, il y avait aussi de la conception pédagogique. Puis, comme j'ai la chance d'avoir un background en histoire de l'art, donc j'ai une certaine habitude de travailler avec des œuvres d'art, que ce soit des œuvres d'art très, très anciennes ou très, très nouvelles. J'avais comme cette grille de lecture-là qui facilitait la compréhension de tout ce qui était la création de Moment Factory. Puis, comme conceptrice pédagogique, c'était assez facile pour moi de venir mettre ça de l'avant. Donc, à l'époque, quand je suis arrivée, nous étions un département de 2. Donc, il y avait une cour d'eau et puis il y avait moi. Très, très rapidement, la super MC qui était la cour d'eau du département est devenue conseillère. Et donc là, on était 2 conseillères ensemble. Mais Émilie, qui était la directrice talent et culture, elle supervisait le département des RH, qui avait déjà une directrice, et MF School, qui n'avait plus de directeur à ce moment-là. Et donc, moi, je suis rentrée dans ce rôle-là 9 mois plus tard, comme chargée du département, puis ensuite, 1 an plus tard, comme directrice du département. Okay. Progression rapide pour MF School. Et oui. À partir de là, vous avez grandi donc de 2 à
Oui, personnes c'est ça, maintenant. exactement. Au départ, ce qui est arrivé, c'est que on a un spécialiste de la gestion de l'information chez Moment Factory qui était relié au TI, mais son rôle était plus ou moins en lien avec la voie de développement que prenaient les TI. Donc, avec une discussion avec Émilie, ben, il est venu dans notre équipe, donc ça nous a permis, grâce à Vin, là, on a eu une personne de plus, on a engagé une nouvelle coordo pour remplacer Marie-Claude, puis là, on voyait aussi que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais juste pendant la pandémie, c'était comme la grande démission. Mhm. Et donc là, les entreprises ont commencé à avoir comme, oh, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les gens restent avec nous puis développent des carrières, pas juste occuper un poste. Donc, c'est quelque chose qu'on a compris assez rapidement, puis on s'est dit, c'est super important de venir avoir un impact sur le développement des carrières. Donc là, on a ouvert un poste de conseillère au développement et on a engagé à l'interne quelqu'un qui avait fait plein de projets pilotes super intéressants pour son équipe. Et là, Yolène s'est jointe à l'équipe. Puis, donc là, attendez, là, je suis rendue à 5. Donc, entre-temps, on a aussi eu la chance de recruter un super pigiste, un super stagiaire avec nous, un stagiaire doctoral qui fait son BITAC en gestion des connaissances. Et donc, ça, c'est comme un autre aspect du travail qu'on fait, c'est avec Pierre. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça l'équipe est composée de 6 membres. Tu mentionnes donc que vous avez agrandi, mais pas seulement les postes, mais aussi comme la portée des choses que vous faites. Absolument. Tu parles de développement de carrière, etc., Ouais. qui s'éloigne de plus en plus, entre guillemets, de la conception de formation. Ouais. Fait qu'en tant que directrice, si je comprends bien, un de tes principaux sujets, c'est vraiment d'orienter à ce que l'école EMF ait un rôle vraiment stratégique dans l'entreprise. Oui, exactement. Donc, ma façon de voir les choses, tu sais, je pars souvent, c'est comme une approche par résolution de problème. Mm-hmm. Donc, il y a certains aspects, tu sais, quand, mettons, on peut voir, il y a un problème organisationnel. Si la résolution est environnementale, ça, c'est pas mon domaine. Moi, je peux pas répondre par rapport à des logiciels dans un ordinateur, un bureau plus haut, où il pleut dehors. Ça, c'est pas mon domaine. Par contre, si c'est un problème lié à des compétences, ça, c'est MF School qui peut aider. Si c'est un problème lié à trouver de l'information, ça aussi, MF School peut aider. Puis si c'est un Trouver de l'information, tu veux Oui, dire à l'interne? à l'interne. Donc, parce que on est tellement à la fine pointe de la technologie qu'on documente énormément ce qu'on fait, sauf que, comment dire, les processus, quand on est hyper innovant, c'est pas là-dessus qu'on passe le plus de temps. Mm-hmm. Donc, on n'a pas des processus hyper sclérosés ici. Et donc, des fois, tout le monde va y aller, puis il va mettre sa touche, va créer des documents, va créer beaucoup de documentation, peut-être de son côté, mais là, il faut comme rassembler ça, trouver l'information, gérer tous les assets visuels qu'on crée pour pouvoir les réutiliser dans d'autres projets. Donc, c'est ça qu'on appelle globalement là, la gestion de l'information, où MF School, grâce à Vin, va venir comme développer des outils qui vont aider justement à aller trouver l'information. Là, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait structurer un confluence pour aider à aller récupérer les connaissances et tout ça. Puis, le troisième aspect dont je parlais un peu tantôt, mais c'est l'aspect culturel. L'aspect de transmission culturelle, parce que c'est beaucoup plus facile à faire au début, quand quelqu'un arrive. Puis, comme on a une culture super forte chez MF, ben cette transmission culturelle-là, elle se fait très bien dans le cadre du onboarding. Donc, c'est comme un fit naturel. Donc, en regardant comme tous ces champs-là, j'ai l'impression qu'on a vraiment comme un département qui occupe tous les espaces qu'il pourrait occuper, finalement. Comment tu fais pour savoir ou pour communiquer que vous réussissez à faire tout ce que tu viens de dire, soit pour la culture, soit pour les compétences, soit pour l'information? Comment vous essayez de faire en sorte de vous donner une intuition, une impression par rapport à ça? Bien, je dirais, une des choses qu'on a mis en place assez rapidement à l'école, c'est un plan de communication. Parce qu'on s'est dit, une équipe de formation qui crée des choses pour les employés et les employés ne sont pas au courant, c'est la chose la plus inefficace au monde. Donc, on s'est dit, ça va être primordial. Donc, on en a fait une priorité
On a notre petit plan de com interne qu'on va utiliser, qu'on regarde ensemble en équipe à toutes les semaines, puis on détermine qui va publier quoi, dans quel canal Slack, qui va publier quoi, sur quelle page du Hub, qui est comme notre intranet, quels messages valent la peine d'être envoyés aussi par courriel pour rejoindre telle autre partie, je dirais. Il y a des gens qui sont plus sur Slack, d'autres qui sont plus par courriel. On a aussi tous les écrans à l'interne, donc sur lesquels on peut communiquer. Donc, tout ça fait partie d'un plan de communication. Donc, c'est en communiquant énormément qu'on s'assure de rejoindre les gens qu'on veut rejoindre. Après ça, je vous dirais que moi, ce que je fais personnellement, 2 fois par année, je prends mon bâton de pèlerin et là, j'organise des rencontres avec mes 27 collègues du comité de direction. Là, on crée des petits groupes et là, je m'en vais leur présenter. Voici ce que MF School a mis en place depuis le début de l'année. Voici ce qui s'en vient pour le restant de l'année. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensiez qu'on était en train de faire, qu'on n'est pas en train de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensiez qui s'en venait, qui s'en vient pas? Donc, à ce moment-là, on peut avoir des discussions. Puis, je m'assure toujours d'être alignée à ce moment-là avec eux sur les priorités pour leur équipe. Puis, c'est comme ça que je suis certaine que stratégiquement, on va avoir un impact aussi parce qu'on part toujours des besoins des équipes, donc des besoins de formation, des besoins de développement. C'est pas parce qu'on fait ces conversations-là qu'il n'y a pas des choses hyper difficiles à faire. J'ai des projets sur lesquels je travaille depuis 3 ans. Puis, on s'améliore, on avance, mais c'est très, très difficile. Je vais vous donner un exemple. Un des postes les plus complexes chez MF, c'est le rôle de producteur. Donc, le producteur, c'est la personne qui va rencontrer un client potentiel, qui va discuter avec lui de l'espace dans lequel il se trouve, c'est quoi son besoin à lui, quel genre d'événement, d'expérience pourrait lui plaire. Puis là, il doit faire un brainstorm live avec lui. Pour être en mesure de faire ce brainstorm live-là, il doit connaître les technologies, il doit connaître les coûts liés aux technologies, il doit connaître ce qui est possible au niveau de l'interactivité, au niveau de la création. Donc, vous pouvez imaginer, pour faire la formation d'un producteur, c'est hyper complexe et donc, ça demande... Nous, ce qu'on s'est dit, on va aller chercher chez les producteurs actuels, on va essayer d'aller capter toutes leurs connaissances, de leur expérience pour essayer de le transmettre. Donc là, on est peut-être rendu à mi-chemin du parcours 3 ans plus tard, mais on lâche pas, on continue à essayer des choses. Souvent, c'est aussi de l'essai-erreur, mais on sait que c'est hyper important stratégiquement pour l'entreprise. Donc, on a mis sur pied des programmes de mentorat, on a mis sur pied des programmes de coaching, on a les communautés de pratique. Donc, il y a plein de choses qui sont organisées. Il y a des masterclass juste pour les producteurs. On a aussi été capter les connaissances de notre producteur exécutif qui est maintenant à la retraite, Eric, qui a aidé à développer la compagnie pendant à peu près 15 ans. Et donc, ça l'a fait des masterclass qu'on a mis en e-learning pour qu'elle soit accessible même après son départ à lui. Donc, c'est vraiment un travail de tous les instants et il faut avoir beaucoup de collaborateurs parce que les experts, ils ne sont pas au sein du département. Nous, on est comme des passeurs, mais les experts, ils sont dans les projets. Et on se comprend que c'est toujours le projet qui va passer avant la formation. Donc, être capable d'aller chercher toutes ces connaissances-là nécessaires à être transmises, c'est quand même assez difficile, puis ça n'arrive pas toujours au rythme où je pourrais le souhaiter, mais c'est les projets qui passent en premier. Donc, c'est bien normal, mais c'est pour ça que des fois, c'est plus long. Il ne faut pas se décourager, il faut voir le chemin qu'on parcourt petit à petit. Si je regarde en arrière, je me dis, il y a 2 ans, on n'était pas là où on est, puis il y a 1 an non plus. Puis, tu sais, je vois encore les prochaines activités qu'on va pouvoir faire pour que ça facilite cette transmission-là. J'aimerais juste te relancer sur, tu parlais de capter les connaissances des producteurs d'expérience pour ensuite pouvoir les encapsuler et les partager aux autres. Est-ce que tu peux en parler plus de ça, de à quoi ça peut ressembler, sans révéler les secrets industriels? Oui, absolument. Bien, écoutez, je pense que c'est important de dire que personnellement, j'aime beaucoup faire de la recherche. Okay? Donc, une des choses que j'ai fait lorsque j'ai su que j'aurais la chance de recevoir un doctorat en gestion des connaissances, je me suis documentée. J'ai été lire des thèses de doctorat, des articles scientifiques pour comprendre
de quoi il en retournait. Et là, j'ai compris, oh mon Dieu, mais c'est comme toute une partie de la gestion. Et donc là, j'ai été faire les recherches. Et là, j'ai compris, OK, mais entre ce que la recherche, disons, fondamentale peut évoquer et comment on peut le mettre en pratique dans une entreprise, c'est très, très, très différent, surtout quand, je dirais, la connaissance elle-même est une connaissance créative. C'est encore plus difficile. Souvent, je leur dis, ce serait plus facile si on bâtissait des avions. Mais comprendre qu'est-ce qui crée chacun des éléments qui fait qu'une expérience ou un spectacle est ce qu'il est, c'est très difficile. Donc, pour faire ça, on a comme déconstruit chacune des étapes. Puis là, au début, on s'est dit, bon, mais il va falloir que tout le monde documente ce qu'il fait. Fait que là, je vous ai expliqué que c'est les projets qui passent toujours en premier. On a une gang de créatifs. Il y a très peu de gens qui ont envie de se mettre devant leur ordinateur puis de commencer à écrire ce qu'ils font. Donc là, on s'est dit, OK, on est chez Moment. OK, donc les médias, on connaît ça. Les gens, on est assis aujourd'hui, si vous ne le voyez pas, autour d'un feu de camp. OK? Et c'est une emblème de Moment Factory parce que le feu de camp, c'est là où on se réunit puis on raconte des histoires. Donc, en revenant à la culture du récit, à la culture du storytelling, on s'est dit, ce qu'on veut aller capter, c'est ce qu'on appelle les connaissances tacites, donc toutes les connaissances basées sur l'expérience. Donc, ce qu'on doit être capable de faire, c'est de venir éliciter des récits. Et ça, on est un grand groupe de conteurs. On est des conteurs numériques, oui. On a différents médiums qui nous permettent de raconter des histoires avec une narrativité nouvelle qui est peut-être pas celle du storytelling habituel parce qu'on utilise des nouveaux médias, mais n'importe qui chez MF, je dis, je ne veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à raconter. Donc, il s'agit juste de poser les bonnes questions. Donc, on a commencé à le faire. On a commencé à faire ce qu'on appelle les Campfire Stories, dans lequel on a été capter les histoires des gens qui ont fait les projets les plus marquants de MF. Et ça, je dois dire, c'était une initiative qui avait déjà commencé avant que j'arrive. Donc, il y avait déjà quelques projets qui avaient été documentés comme ça pendant la pandémie. Et puis, nous autres, on s'est dit, bon, ben, on va reprendre ça puis on va l'adapter aux nouveaux projets. En même temps, je vous parlais du travail énorme que les producteurs doivent faire de maîtriser la technologie puis tout ça. Donc, on s'est dit, on va leur faciliter la vie, puis on va aller voir les experts des technologies, puis on va leur demander qu'ils nous racontent leur technologie. Puis comment est-ce que cette technologie-là, pour un producteur, donc pas dans un aspect technologue, mais dans un aspect vraiment production, pourrait venir les aider. Donc, on a été les filmer, puis on a capté ça. Et donc, on s'est mis à créer des micro-capsules qui durent 5-10 minutes chacune, dans lesquelles les gens nous racontent. Parce que chez MF, les gens préfèrent écouter, regarder des vidéos que lire. Donc, ça, on s'est dit, ben, on va utiliser ce moyen-là, puisque ça fonctionne bien. Donc, à l'interne, vous avez une petite équipe de documentaristes ou... Ah, j'en rêverais, hein? Ah, OK. Non, c'est ça, je sais, c'est drôle. L'autre jour, je disais, ils ont ça chez Apple puis chez Facebook. Ils engagent des finissants au cinéma qui viennent documenter. Non, pas du tout. Donc, nous, on a des gens qui savent utiliser des téléphones ou on a Zoom qui a une fonction enregistrée. Donc, bien entendu, si on avait un budget phénoménal, on pourrait avoir tous les tournages possibles et imaginables. On a toutes les ressources humaines nécessaires pour pouvoir faire ça. Sauf que, ben, on doit aussi travailler avec les moyens du bord. Puis souvent, un tournage d'une masterclass chez MF, ça ressemble à une table avec un stack de livres, un micro dessus, puis un petit éclairage d'appoint sur le côté, puis un zoom d'allumé, puis un bouton record sur Zoom. Mais c'est pour de la documentation interne. Donc, c'est correct de ne pas le surproduire non plus, je pense. Mais le public qui est habitué, le public à l'interne qui est habitué à créer des expériences phénoménales est pas trop sévère. Pas trop, parce que tout le monde va avoir le réflexe premier. La première chose, tu dis à quelqu'un « Hey, j'aimerais ça que tu me parles de telle chose », la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va te créer une présentation. OK? Fait que ça aussi, c'est un petit peu difficile, mais c'est correct, moi j'aime ça. C'est leur mode, c'est une culture très, très visuelle. Donc, la présentation qu'ils créent pour nous parler, elle est splendide.
Et donc, quand on fait un partage d'écran puis qu'on enregistre le Zoom, on enregistre la superbe présentation que cette personne-là a créée. Et donc, c'est comme ça, on fait un micro-montage avec Zoom où on voit des gros plans sur la personne, puis, tu sais, on le fait à notre échelle. OK. Puis c'est toujours mieux fait que parfait. Ben, exactement, c'est ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Non, quelque chose, c'est ça. En attendant la suite de notre discussion avec Geneviève Anaïs, voici quelques éclats de magie signés Moment Factory.